Grégoire Chertok, bonjour. Euh, Rappelez-nous en introduction, qu'est-ce que Rothschild aujourd'hui et quelle est cette grande maison? Alors, Rothschild en France, aujourd'hui, c'est essentiellement trois activités. Une activité de gestion privée. La maison vient de se rapprocher de la banque Martin Morel pour créer une des entités de gestion indépendante les plus importantes en France. Une activité d'investissement et une activité phare qui est l'activité de banque d'affaires. Aujourd'hui, l'activité de banque d'affaires, c'est une équipe de 160 personnes, 160 banquiers qui sont spécialisés en fusion-acquisition et plus largement dans toutes les opérations de conseil stratégique et financier. Fusion-acquisition, financement en dette, financement en equity, rating, et puis plus récemment une activité de conseil aux souverains. Merci. Alors, ces derniers mois, vous avez été visible, Rothschild a été visible aux côtés de plusieurs sociétés pour repousser plusieurs initiatives activistes. Avez-vous le sentiment qu'elles sont plus fréquentes cette année? Donc effectivement, on voit depuis quelques années une montée des fonds activistes sous l'impulsion du capitalisme anglo-saxon et la plupart de ces intervenants sont d'origine anglo-saxonne. Ça s'explique d'abord par la volonté d'un certain nombre de hedge funds situationnistes, c'est-à-dire qui agissent dans le cadre de situations explicites ou perçues, et donc à la recherche d'investissements un peu alternatifs, et puis qui, dans le sillon de la gouvernance anglo-saxonne, cherche à influer sur les sociétés. Typiquement, ce sont des situations d'arbitrage, c'est-à-dire des situations dans lesquelles ces fonds considèrent que pour telle ou telle raison de gouvernance ou de management, le cours de bourse est sous-évalué. Et donc vont chercher à utiliser le levier créé par une assemblée générale, une opération financière, pour influer sur la stratégie. Donc elles sont plutôt plus nombreuses parce que ce type d'acteur est peut-être plus désinhibé qu'il l'a été à une époque, et que ayant fait cette activité depuis un certain temps sur le marché américain et sur les marchés anglo-saxons, ils commencent à élargir leur terrain de jeu à d'autres pays. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce, Comment reconnaître un activiste? Généralement, ce sont des gens qui ont pignon sur rue, donc qui ont des hedge funds et qui agissent dans des situations. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre le fait que les mesures anti-OPA se généralisent, que au moment où la loi Florange s'est mise en place, elle était très critiquée, et maintenant qu'on voit toutes les sociétés cette année proposent à leurs actionnaires de voter pour des mesures anti-OPA,
Donc c'est plus du tout un tabou. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que comme il y a des mesures anti-OPA, il y a de moins en moins d'OPA et de plus en plus activistes? Est-ce que c'est un vase communicant? Alors, d'abord, je crois que la raison pour laquelle il y a moins d'OPA hostiles, je pense que c'est à ça que vous faites référence, c'est d'abord plutôt lié à la montée, entre guillemets, des patriotismes économiques, et donc un certain nombre de gouvernements et d'États qui essayent de protéger leurs entreprises nationales beaucoup plus qu'à une époque d'un capitalisme plus débridé, toujours entre guillemets. Donc l'État, implicitement ou explicitement, par explicitement je veux dire par les décrets qui nécessitent des autorisations pour des investissements étrangers dans un pays, ou implicitement, c'est-à-dire par les canaux diplomatiques ou autres, font savoir que telle ou telle entreprise doit rester nationale. Ça, je crois que c'est au fond le premier critère dans un monde où on sent bien qu'il y a des poussées de barrières nationalistes, protectionnistes, et où donc la nationalité des entreprises devient un élément de souveraineté nationale. Ça, je crois que c'est le premier critère. Le deuxième facteur majeur, c'est les politiques de concurrence, antitrust. De plus en plus, là aussi, les régulateurs de concurrence sont vigilants et rendent plus compliqué, voire impossible, un certain nombre de rapprochements. L'arsenal juridique, pour moi, vient donc après ces deux premiers facteurs. Il est un facteur d'appoint, sachant que les entreprises et les chefs d'entreprise ont parfaitement compris que les meilleures défenses ne sont pas d'ordre juridique, mais parce qu'il y a peu, au fond, de poison pill qui résistent à une prime importante, mais que les vraies protections sont la valeur du cours de bourse et le fait que le cours de bourse reflète au mieux la valeur intrinsèque des entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que les sociétés françaises sont au meilleur standard dans cet exercice? J'ai l'impression que les entreprises françaises sont bien valorisées, font un bon exercice de communication financière, de transparence, qu'elles ont fait énormément de progrès en termes de mise en place des meilleurs standards de gouvernance internationale, et que donc l'arsenal juridique est un complément à manier d'ailleurs avec précaution, parce qu'il peut être contre-productif s'ils vont trop loin et qu'ils pèsent sur le cours de bourse d'une certaine façon. Ils peuvent rendre l'entreprise plus vulnérable de façon paradoxale. Et je crois que les entreprises françaises les utilisent avec modération quand c'est utile. Grégoire Chertok, merci.